Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning comme tous les mardis dans notre émission. Nous recevons un invité aujourd'hui. On reçoit un auteur, voilà, qui nous a sorti, comme dit souvent Richie, il a commis une œuvre qui s'appelle Gina. C'est quoi? Changer l'Afrique. Changer. Je suis au 3 d'Afrique. Oui, je sais. Changer l'Afrique. Vas-y Gina, fais-nous l'intro, comme tu sais très bien. Alors, ça va être une longue introduction, j'espère que vous êtes prêts, parce que pour une fois, j'ai eu un livre que j'ai pu lire, en fait, du début à la fin, donc je vais pas faire une présentation genre sommaire et tout. J'ai fait ça comme au lycée, j'ai lu le livre et j'ai fait la fiche de lecture. Normalement, si tu es au lycée, tu sais c'est quoi une fiche de lecture, tu vois. Donc, comme on disait, le titre du livre, c'est Changer l'Afrique, qui a été écrit par Serge Mokanda. Le livre a été préfacé par Gilles Attaï. Ça pourrait être une non-information si vous ne connaissez pas en fait qui est Gilles Attaï. Et donc, je suis allée chercher des infos sur Gilles Attaï, et c'est un homme d'affaires, en fait, un Togolais de la diaspora. Et lui s'est bâti une solide réputation à l'échelle internationale et anglophone dans le secteur du développement personnel, au point de même faire oublier ses origines francophones, et plus particulièrement togolaises d'ailleurs. Il a notamment écrit un ouvrage intitulé « Les 51 pratiques fondamentales des leaders ». Ça, c'est celui que j'ai préféré lorsque je faisais des recherches. Oui, de Gilles Attaï. Donc, le livre c'est un essai. Et donc, pour la petite histoire, les essais, en fait, à la différence des romans, c'est vrai que JP est parti, mais l'essai, c'est une œuvre, en fait, littéraire de réflexion, portant sur un sujet, bien précis, qui expose de manière bien, précise aussi, voire subjective même, la manière de penser de l'auteur. Tu vois, donc, faut pas, quand tu lis le livre, c'est son analyse à lui du thème qu'il aura choisi. Ce n'est pas comme si c'était un roman où on racontait une histoire ou quoi que ce soit, un truc dans le genre. Voilà. Parlons de l'auteur, donc le livre fait 184 pages et il est paru aux éditions La Doxa. La Doxa, il y avait un autre truc qui venait après. Voilà. Éditeur militant. J'ai bien aimé ce truc. Donc Serge Mokanda, c'est un Gabonais. Il a appris au lycée national Léomba avant d'obtenir son bac au lycée Lyoté à Casablanca au Maroc en 92. Vous m'arrêtez, s'il y a une information qui est fausse. Il s'envole ensuite pour la France et va à Toulouse, précisément, où il obtient un DUT en gestion des ressources humaines, administration du personnel en 95. Il boucle sa licence en administration des entreprises, administration des affaires générales en 97. Et en 2012, il obtient un Master 2 en management des administrations des entreprises. Après de nombreuses expériences professionnelles, notamment au sein du groupe Coforma, en tant que conseiller technique des ventes ou encore chargé de mission de l'habitat social à l'Office public d'aménagement et de construction, il fonde et dirige l'agence Afro Events qui œuvre pour la promotion de l'image de l'Afrique en Europe. Donc très pragmatique et engagé, il est aujourd'hui consultant en communication en management opérationnel. C'est ça ? D'accord. Parfait. Donc, parlons du cadre. Donc, si on parle du cadre du livre, plus globalement, le titre du livre c'est Changer l'Afrique. Donc, on peut dire que plus globalement, il parle de l'Afrique. Mais comme tu le sais, pour parler global, il faut parler détail parce qu'on s'appuie sur quelque chose pour ensuite faire du général. Alors, le point focal de l'ouvrage, c'est le Gabon. Donc, son pays d'origine avec des solutions applicables, bien sûr, à toute l'Afrique. Car les problèmes qu'on relève au Gabon, notamment en ce qui concerne les freins à l'émergence du Gabon, se retrouvent dans presque tous les pays en Afrique. Quand on sait qu'il y a plein de pays d'ailleurs en Afrique qui se sont lancés dans l'objectif émergence. Et dès le début du livre d'ailleurs, on a un petit peu les prévisions de chaque pays, genre la Guinée équatoriale 2020, la Côte d'Ivoire 2020, la République du Congo 2025, le Tchad 2030, la République démocratique du Congo 2030. Oui. Le Cameroun 2035 et le Sénégal 2035. Ne parle pas mes choses. Donc, ce qui est applicable au Gabon sera aussi applicable aux autres pays africains. Parlons des personnages principaux dans le livre. Bon, est-ce qu'il y a des personnages principaux Est-ce que c'est un roman pour Non, c'est pas un roman, mais j'ai voulu mettre cette partie parce que on va parler du plan stratégique Gabon émergent. On va s'appuyer sur ça, on parle de la population gabonaise mais aussi des dirigeants, tu vois. Donc c'était important de relever ça quand même, je pense. Et on va faire un petit résumé du livre. Le résumé, je l'ai pris sur
page, voilà, sur un site. Donc le changement est un processus naturel et normal. Il répond à la nécessité de s'adapter à des conditions et à des circonstances nouvelles. C'est pourquoi il est nécessaire, même s'il n'est pas toujours facile à entreprendre. Bien au contraire, changer est un processus qui demande de l'effort et de la patience, donc des sacrifices. Cependant, lorsqu'on y arrive, le résultat souhaite apporter plus d'amélioration et de satisfaction qu'auparavant. L'Afrique en général et le Gabon en particulier sont le reflet de ce que nous sommes. Ils sont le résultat de ce que nous avons semé hier et ce que nous serons demain à l'image de ce que nous semons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons semer et bien semer, continuer à semer pour pouvoir avancer. J'ai trouvé que c'était un très bon résumé du livre. Donc je vais vous lire un extrait du livre que j'ai bien aimé. Donc c'est à la page 21. J'ai pris l'extrait préféré. Donc que se passe-t-il? Pourquoi tant de blocages? Ça, c'est parlant des réformes apportées du plan stratégique Gabon émergent, bien sûr. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de blocages? Les Gabonais seraient-ils les artisans des difficultés qui freinent le processus de transformation de leur pays? Où sont les dirigeants qui n'ont pas une méthode et une approche adaptée dans l'application de leur programme de changement? Il convient ici de prendre en compte toutes les hypothèses en vue d'une analyse précise de la situation. En réalité, comme pour beaucoup d'autres pays africains, les problématiques du Gabon sont principalement axées sur le logement, la santé, le pouvoir d'achat, l'éducation, la formation, l'emploi, les jeunes, la sécurité. Des problématiques qui correspondent à des besoins sur lesquels tout le monde s'accorde quant à leur caractère urgent et pour lesquels le PSGE entrevoit d'apporter des solutions, notamment par la mise en place d'un certain nombre de réformes qui se veulent des ruptures des anciens modes de fonctionnement, car la mise en œuvre de ce programme est censée transformer ce pays en profondeur et engendrer une nouvelle société gabonaise. J'ai bien aimé cette partie. Donc, ça c'est pour l'extrait du livre qui fait, comme je disais, 184 pages. Là, on lisait la page 21. Et je vais donc vous donner mon appréciation personnelle du livre. En tant que lecteur lambda. Supposons que je suis arrivé à la maison de la presse parce qu'il est disponible là-bas, que je l'ai acheté, je l'ai lu et puis je te dis ce que j'en ai pensé. Donc, Changer l'Afrique, comme je disais, c'est le titre du livre. C'est un ouvrage. Premièrement, ce qui tape à l'esprit, c'est qu'il est très clair. C'est un ouvrage en fait qui est technique, mais vraiment très facile à lire. C'est-à-dire que même une maman pourrait le lire et le comprendre sans problème. Il n'y a pas de théorie de management économique et tout, macro, micro, machin. Non, tout ça là, c'est long. C'est fait de telle sorte que ce soit très fluide. Donc le titre en lui-même. Quand tu regardes le livre, c'est écrit, le titre du livre, c'est Changer l'Afrique. À la fin, j'ai un point d'exclamation. Ça, c'est une chose qui m'a attiré parce que le point d'exclamation, en fait, je me suis dit, il aurait pu mettre le titre, par exemple, Comment changer l'Afrique, parce que, au final, c'est un peu ça, trouver des solutions ensemble pour changer l'Afrique. Comment changer l'Afrique et mettre un point d'interrogation. Mais il a choisi de mettre un point d'exclamation parce que, comme on le sait, le point d'exclamation, c'est comme une injonction, tu vois, genre, viens ici, tu vois. C'est donc, à mon sens, en fait, la manière que l'auteur a trouvé, ça c'est mon interprétation, c'est la manière que l'auteur a trouvé de nous inviter en fait au changement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas est-ce que vous voulez changer, on dit changer. Tu vois, c'est la manière qu'il a trouvé de nous inviter au changement. Donc le livre est très intéressant. À mon sens, il est aussi innovant parce qu'il invite tout le monde en fait à déployer l'outil de management du changement à l'échelle nationale, gabonais et aussi à l'échelle continentale pour l'Afrique. Ce qu'il y a de bien dans ça, parce que là, au final, dans le livre, on parle du management du changement. Ce qu'il y a de bien dans ça, c'est que ça va, si on l'applique, ça va véritablement apporter une rupture avec les anciennes manières de faire ou de penser. C'est le changement que tout le monde recherche quand tout le monde crie au changement. Ce qu'il y a de bien aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il intègre la dimension culturelle qu'on oublie un peu trop souvent dans nos manières de penser, nos histoires, nos traditions et autres, en fait, puiser là-bas de ce qui fait de nous des Africains, en fait, parce que c'est par l'affirmation de notre identité, aussi bien africaine que gabonaise, que au final nous pourrions peut-être trouver des solutions à nos problèmes. Parce qu'en lisant le livre, quand tu lis la biographie de l'auteur, tu te dis bon, voilà encore un gars qui a appris en Europe et puis il va nous donner les théories de l'Europe à appliquer en Afrique. Mais ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que le livre était bien. L'ouvrage pose 3 facteurs clés du changement. On a l'état d'esprit qui implique la décision, la responsabilité,
le pan de la responsabilité qui manque souvent à trop de personnes au Gabon, et on en a déjà beaucoup parlé ici, mais aussi le devenir. On a le deuxième point, c'est la valorisation de la jeunesse. Parce que comme le disait le feu président Omar Bongo Ondimba, la jeunesse est sacrée. Parce que c'est elle l'avenir, en fait. Donc c'est sur elle qu'il faut miser. Ça, c'est le deuxième facteur sur lequel l'ouvrage pose les bases du changement. Et le troisième point, c'est la diaspora. Au Gabon, on ne s'intéresse pas trop à notre diaspora, mais on devrait. C'est une ressource non négligeable, en fait, de talents et de compétences qui se perd un petit peu à l'extérieur, servir d'autres pays. Donc on devrait s'appuyer aussi sur notre diaspora pour le cas du Gabon, mais aussi pour le cas de l'Afrique, parce qu'il y a des pays comme le Mali, on en a déjà parlé ici, où ils ont la majorité des hommes forts qui sont à l'extérieur, tu vois. Donc c'est un bel ouvrage. Ça n'a pas été écrit pour flatter les politiques, parce qu'à la base, quand tu commences à lire le livre et que tu vois PSG, tu te dis que bon, peut-être qu'il a écrit le livre pour, tu vois, pour qu'on l'emmène, pour qu'on l'emmène aussi un peu, pour qu'il mette en place le PSG. Non, ça n'a pas été écrit pour flatter les politiques, loin de là. Ça n'a pas été écrit pour flatter les politiques, loin de là, mais à mon sens, c'est un ouvrage assez réaliste, en fait. Et quand on a fini de le lire, on est même tenté de rêver du nouveau Gabon dans lequel le management du changement serait appliqué. Donc, ce qui sous-entend, en fait, sortir de notre culture de l'individualisme, là, et puis nous appuyer sur celle de la responsabilité, parce qu'au final, si on arrive à la culture de la responsabilité, on va bien mettre en place celle de l'exemplarité, et aussi la culture du résultat qui nous manque, en fait. C'est pour ça que les gens ont de l'argent pour un travail qu'ils ne font pas, et c'est pour ça que ceux qui font le travail n'ont rien du tout, quoi. Bon, au final, pour mettre tout ça en place, il faut d'abord de la volonté, parce que c'est ça la base de tout, en fait. Aussi, c'est dans Voici le livre. Ma fiche de lecture. Non, ça c'était mon interprétation. Voici ma fiche de lecture. Serge, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? C'est très bien, mais j'ai dit bravo, on peut l'applaudir. On n'applaudit pas les femmes ici. C'est la journée internationale de la femme. Beau résumé, merci franchement. Donc il n'y a plus rien à dire alors. Presque. On peut donc se séparer. Non, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a vraiment lu. Effectivement, il a lu du début à la fin. Donc bravo. D'accord. Alors Serge, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce livre? Plus qu'on a déjà parlé de la forme et du fond, nous on veut plus s'intéresser à la personne. Qu'est-ce qui t'a motivé? Écoute, déjà merci pour l'accueil et pour l'invitation. Et bonjour à tous. Vous savez, c'est quand les trucs des Gabon Télévision. Non, ce sont les cordialités du matin de Gabon Télévision. En fait, ce qui m'a motivé, ce qui m'a intéressé dans l'aventure, c'est la contribution. Quand on est de la diaspora comme moi, on vit loin, on a deux possibilités. Soit on considère que le pays c'est peu la peine et puis voilà, on passe à autre chose. Et c'est le cas de beaucoup d'Africains. Ils ont mis une croix sur l'Afrique et puis c'est terminé. C'est un choix. Soit on est comme moi, on considère que même quand on est loin, non seulement on peut apporter une contribution, mais que l'avenir c'est ici. Et que il faudrait pas que nous soyons les derniers à le réaliser, plus que tout le monde, non seulement a les yeux rivés sur nous, mais vient sur nous et parfois viennent même avant nous. Donc je pars du principe que critiquer c'est un droit, mais contribuer c'est un devoir. La critique est aisée, surtout quand on est loin, parce qu'on a cette distance qui permet d'être critique. C'est pour ça que la diaspora est très critique et très virulente. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça met une bonne pression. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir proposer et contribuer. Et pour ça, il faut pas seulement rester à distance. Donc c'est un livre que j'ai écrit loin, avec la distance critique, mais aussi avec la conscience que quand on est loin, parfois on peut être un peu décalé de la réalité. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'il y a des réalités que tu ne prends pas en compte. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça prend sens quand je viens le présenter ici, quand je viens débattre, faire des conférences, comme j'en ai fait depuis quelque temps que je suis là. Et c'est là qu'on réalise vraiment qu'effectivement le vrai chantier, c'est ici, c'est sur place. Et ça, c'est une façon de dire qu'après 23 ans de vie en Occident, où on s'est un peu frotté aux cultures des autres, aux façons de faire, parfois des meilleures, je parle au niveau continental, on se rend compte que finalement, non seulement on est tous des êtres humains, mais on a les mêmes capacités que les autres. On peut faire aussi bien que les autres, parfois mieux. Et qu'il est temps juste, premièrement, de s'en rendre compte, donc de prendre conscience de ça. Deuxièmement, de dire à ceux qui dirigent, à nos leaders, qu'ils peuvent commencer à miser sur les compétences africaines.
Et troisièmement, de passer à l'acte, de passer à la mise en œuvre. C'est ce qui nous manque souvent. Donc ça, c'est un message qu'on peut difficilement écrire dans un livre et ne pas venir pratiquer. C'est pour ça que j'ai tenu à arriver. Et pour la petite histoire... Pour toi, ta pratique se limite aux conférences ? Non, la pratique, c'est limite déjà à venir sur place. Une conférence, tu sais, je te raconte une anecdote. J'ai fait une conférence à BBS il y a quelque temps avec un groupe de jeunes. BGF Business School. BGF Business School. Et tu sais, quand tu plantes une graine dans l'esprit d'un jeune, tu ne sais pas ce que ça va donner demain ou même dans 10 ans. J'ai revu ce groupe de jeunes-là, j'en ai croisé quelques-uns un mois plus tard. Dès qu'ils m'ont aperçu, j'ai vu l'étincelle dans leurs yeux. Et là, je me suis dit, j'ai planté quelque chose. C'est-à-dire que je leur ai raconté leur histoire d'une manière qu'ils n'avaient jamais entendue de leur vie. Et ils m'ont dit, mais monsieur Mukanda, pourquoi on ne raconte pas ça depuis qu'on est petit à l'école? Parce que c'était sur le leadership. Donc, vous savez, quand vous impactez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire plus. Si vous avez planté la bonne graine, soyez tranquille. À un moment donné, ça va germer. Et je vous prends mon exemple. Ce livre-là, je l'ai écrit grâce à un monsieur qui est mon coach et mon mentor depuis 4 ans, que j'ai rencontré l'an dernier à Londres. Sauf que pendant 3 ans, ça a été du coaching uniquement à travers ses livres, ses conférences. Mais ce monsieur a changé ma vie. Voilà, il s'appelle Les Brown. C'est un des plus grands coachs en développement personnel de la planète. C'est quelqu'un qui prend $150,000 pour 1 heure de conférence quand il travaille pour Coca-Cola et autres. Et voilà, son nom est là. Donc, c'est pour vous dire que l'impact que vous pouvez avoir sur quelqu'un, le leadership, l'influence que vous avez sur vos enfants, sur vos collègues au quotidien, ça peut transformer leur état d'esprit. Et vous savez que c'est le point de départ du changement. Donc, leurs attitudes, donc leurs habitudes, donc leur comportement au quotidien. Et moi, je crois véritablement à ça. C'est-à-dire que le changement, c'est pas un décret, c'est pas une injonction qui vient d'en haut. C'est d'abord, premièrement, au niveau individuel. Ensuite, de son niveau individuel, on commence à impacter autour de soi. En commençant par la plus petite cellule qu'est la famille. Déjà, si vous arrivez à impacter et influencer positivement vos enfants, votre famille, c'est déjà beaucoup. Et ça se ressent dans les organisations. Et ensuite, c'est comme ça que petit à petit, on peut transformer un continent, une nation. Mais ça prend du temps et c'est un processus qui doit aller petit à petit. Où est le rapport avec le plan stratégique Gabon émergent? Le plan stratégique Gabon émergent, c'est un programme global de changement qui a forcément un impact et des effets sur nous en tant qu'individus, puisque c'est ce qui détermine les lois, les mesures, le quotidien de chaque Gabonais. Un exemple tout simple, la CNAMGS, c'est un mécanisme qui est là. On peut dire ce qu'on peut dire, ça a quand même changé la vie de beaucoup de gens. Donc, tout ça, c'est la même chose que les hommes politiques qui passent ici défendre le pouvoir, parler de la CNAMGS. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Pour dire que, parce que moi je vis dans un pays où le système social est plutôt très bien fait, mais quand je vois l'histoire, parce qu'aujourd'hui on est content, que c'est les Gabonais qui ont les moyens d'aller se faire soigner en France. C'est très bien huilé, mais il faut voir que ça a été un processus et un travail. Et quand vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que 50 ans avant, ça a été mis en place à peu près. Les Gabonais qui ont les moyens aujourd'hui d'aller se faire soigner en France, pourquoi les Gabonais n'ont pas les moyens de se soigner au Gabon? Pourquoi ne pas améliorer la qualité du service sur place? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça commence par ce genre de dispositif. Quand je parle de la CNAMGS, parce que je rencontre des gens aujourd'hui qui me disent « Ah oui, mais ça ne prend pas en compte les yeux, c'est vrai. Ça ne prend pas en compte les pieds, c'est vrai. Tout ce qui est cher, ça prend pas en compte. Mais ça prend déjà en compte des soins de base auxquels n'accédaient pas des centaines de milliers de personnes avant. » Pourquoi j'en parle? C'est parce que moi j'ai étudié le système de santé français et je vous dis encore une fois, il y a 50 ans, c'était à peu près la même chose. Donc ça a mis 50 ans pour qu'aujourd'hui, il y ait des gens pris à 100% pour tous les soins. Et j'en ai bénéficié depuis 23 ans que je suis en France. Donc, un système de santé et de soins, ça se met en place petit à petit. Ça, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un programme de changement. Vous savez, le changement, c'est un mot, mais il faut que ce soit concret. C'est dans la santé, c'est dans le logement, c'est petit à petit. Donc, je pense que c'est important d'être critique, mais il faut pas non plus ne pas voir les petits efforts que nous faisons. Parce que si tout le monde voit toujours le verre à moitié vide, ça crée un état d'esprit défaitiste, pessimiste, qui fait que tout le monde se plaint tout le temps, que chaque fois que quelqu'un fait un petit effort, au lieu de voir l'effort qu'il a fait, on voit seulement ce qu'il n'a pas encore fait, et tout ça finalement tire vers le bas. Donc je pense, à mon humble avis, que c'est important d'arriver avec beaucoup d'humilité, de louer les efforts des uns et des autres,
Moi, quand je suis parti du Gabon, ce bâtiment n'existait pas, cette radio n'existait pas. Quand je reviens après tout ce temps et que je vois ça, moi je dis bravo. Je trouve que c'est très professionnel comme structure, comme émission. Pour moi, c'est un changement. Et que votre discours au quotidien impacte beaucoup de gens. Mais ça, c'est pas tombé du ciel. C'est le résultat de quelque chose. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a investi, qui a financé. Ce quelqu'un-là, je sais pas qui c'est. C'est peut-être quelqu'un qui a volé de l'argent. Mais peut-être que dans ce qu'il a volé là, s'il a pris une partie pour faire Urban, moi je dis bravo. Volé l'argent pour faire Urban. C'est pas un bon exemple. Voilà, je suis un peu provocateur, mais c'est pour vous dire que, voilà, si on caricature un peu, c'est ça. C'est-à-dire, il faut parfois voir le résultat et l'avancée. Vous comprenez? Et je pense que ça, c'est une question d'état d'esprit. Voilà. Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous revenez sur la question des états d'esprit, alors qu'on sait que le changement, c'est un processus. Le principal processus dans le changement, c'est le changement d'habitude. Parce qu'en fait, si on ne change pas les habitudes, ce sont les habitudes qui sont les choses les plus figées dans la constitution d'un organe. Parce qu'un organe est constitué des individus, c'est ces individus ensemble qui constituent donc, qui doivent évoluer vers une action ou vers une autre. Alors que quand ces individus ont des habitudes qui ont été fixées pendant longtemps et qui ont été comme justifiées par le comportement politique et social en cours, le changement, donc, il faut il commence par les habitudes. Parce que si vous mettez toutes les infrastructures en place et que les habitudes ne changent pas. Voilà. C'est exactement ce que je voulais poser comme question, parce que je crois que dans votre bouquin, vous parlez des obstacles à éviter, justement, pour réussir le changement. Mais comment on fait, justement, pour éviter ces obstacles-là si on sort de 40 ans on t'a dit, voilà, d'attitude assez drastique. Voilà. Comment on fait pour passer, pour éviter justement ces obstacles-là? C'est très simple. J'ai pas dit que c'est facile, j'ai dit que c'est très simple. 95% des comportements humains sont liés à des habitudes. Bien sûr. Ça, c'est vrai pour tous les êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'au quotidien, tout ce que nous faisons, dans 95% des cas, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est conditionné par nos habitudes. Voilà pourquoi c'est difficile de changer, parce que changer, ça signifie remettre en cause des habitudes. Or, nous sommes des êtres d'habitude, et même les habitudes, ça nous rassure. Si Dafresh est assis là tous les matins depuis je sais pas combien d'années, et que demain, quelqu'un arrive et dit non, maintenant tu t'assois ici, il va dire mais pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de s'asseoir là. Il faut qu'il comprenne. Sinon, il va résister. Non, je suis pas d'accord. Ma place, c'est là. Donc il va falloir l'accompagner dans ce changement, lui expliquer, le faire percevoir l'intérêt d'être ici. Lui dire par exemple qu'en haut le voisin va faire des travaux, l'eau risque de couler là. Donc c'est pour ça que comme on a l'information, il vaut mieux que tu te mettes là. Mais s'il n'a pas cet accompagnement là en termes d'information, de pédagogie, il va résister au changement. Il va dire non, moi je reste là jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je dois me mettre là. Donc accompagner le changement, c'est un outil, c'est du management. Depuis 50 ans, nous avons décrété le changement, y compris en chanson, changer de mentalité, etc., etc. Mais nous avons toujours produit du non-changement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un processus, c'est un peu technique. Dans une entreprise, par exemple, ça s'appelle la conduite du changement. L'autre fois, je parlais avec mon petit frère, il me dit dans l'entreprise où il travaille, oui, mais les infirmières, là, c'est une structure médicale. On les a formées. On revient le lendemain, les mêmes habitudes reprennent. Là, ils font ce qui est une erreur très classique dans la conduite du changement, c'est-à-dire de penser que la formation suffit. La formation ne suffit pas. La conduite du changement dans une entreprise, c'est juste un exemple que je prends, c'est 5 étapes. Premièrement, étude d'impact. On veut faire un changement, qu'est-ce que ça va entraîner? Comment on anticipe? Qu'est-ce que ça va bousculer ou pas comme habitude? Est-ce que ça vaut le coup? Et parfois, dans certains projets, on arrête même à l'étude d'impact parce qu'on réalise que ça va pas aller, ça va être trop compliqué. Est-ce qu'on a fait une étude d'impact, par exemple du PSGE ou de n'importe quel autre plan de changement? Après l'étude d'impact, la communication, c'est essentiel. Et on ne communique pas n'importe quand et n'importe comment. Communication, formation. Mais quand on forme, c'est pas suffisant. Parce qu'une fois que quelqu'un a les compétences, le lendemain, les habitudes reviennent. Donc comment on fait pour s'assurer qu'il garde les nouvelles attitudes et qu'il les intègre? C'est là qu'on passe au suivi, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation. C'est-à-dire qu'il faut revenir et petit à petit vérifier, quitte à repasser une couche,
que petit à petit, on prend les nouvelles habitudes. C'est un processus. Donc, chaque fois qu'on se limitera uniquement à la communication, on a fait la moitié du chemin. On communique beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est suffisant? Chaque fois qu'on va faire que former, on a plein de structures. Là, on parle, il faut former les gens. Est-ce que c'est suffisant de former? Non. Il faut verrouiller tout le processus. État d'esprit, perception, habitude. Une habitude devient une culture quand beaucoup de personnes l'ont prise. Si vous avez ici des habitudes et que vous voulez changer, si une seule personne change d'habitude, ça suffira pas. Il faut qu'à un moment donné, non seulement lui il change, mais que petit à petit, tout le monde change. Et là, on devient une nouvelle culture. Et le changement, c'est ça. C'est passer d'une culture à une autre culture. Tout à l'heure, vous parliez de culture. Aujourd'hui, on est dans une culture de moyens. Il faut qu'on passe à une culture du résultat. Et comment on fait pour y passer? Est-ce qu'il y a-t-il une méthodologie du changement dans votre livre? Oui, le processus du changement, alors il y a 2 niveaux. Il y a le niveau individuel, où je dis c'est simple. Premièrement, le changement, c'est d'abord la prise de conscience. Ensuite, décision. Une fois que j'ai pris de conscience que quelque chose ne va pas, il faut changer. Il faut que je décide de changer. Et ensuite, troisièmement, je passe à l'action. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as décidé de changer que tu changes. Moi, je connais des gens très proches. Ça fait tous les jours, hein. Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille courir. Il faut que je perde du poids. Il faut que j'arrête de boire. Tu es conscient qu'il faut que tu arrêtes. Tu as pris la décision. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'après, il faut passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action. Tu te dis, noir sur blanc, et la première étape, c'est déjà de l'écrire. Là, on passe un peu dans le coaching. Tous les matins, à telle heure, déjà, 1, je me lève à telle heure. 2, je fais ça, ça et ça. Et ensuite, il faut se faire violence pour y arriver. Donc, tu es beaucoup dans des exemples individuels, alors que quand on regarde un peu ton œuvre, le titre, c'est Changement pour l'Afrique. Donc, on est un peu dans le domaine du politique. Alors, pourquoi je dis... Si on a des politiques qui n'ont pas la bonne conscience, comment peut-il mettre des mécanismes de changement en place? Pourquoi je parle de la dimension individuelle? Parce que pour moi, c'est le départ de tout et l'arrivée de tout. Quand vous voyez, je prends un exemple un peu gros pour que tout le monde se comprenne bien. Quand vous prenez l'exemple de quelqu'un comme Mandela, c'est quelqu'un qui pendant 27 ans a changé. Et il n'a pas eu besoin d'avoir un poste pour garder son leadership. Parce que le leadership, c'est la preuve qu'être un leader, c'est pas une question de poste. Il était en prison, mais il a gardé son influence. Par contre, il a fait un parcours de changement qui fait qu'en sortant de là, il a changé toute la planète. Donc, la dimension individuelle est essentielle. Si moi, j'avais pas fait un travail sur moi de changement, j'aurais pas produit cette œuvre. Je serais peut-être resté un énième Gabonais à l'étranger qui critique le pays ou qui dénonce tout et puis qui ne contribue pas. C'est parce qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause et se dire qu'est-ce que je peux apporter. Et je sais qu'aujourd'hui, avec ça, je peux impacter plus de personnes que si j'étais resté dans une posture de diasporien frustré. Donc la dimension individuelle est importante parce que si, et là maintenant je vais vous rejoindre, imaginez que ce leadership, chaque dirigeant s'en approprie et le mette en pratique. Là, d'accord, je vois. Et au final, donc, on reste sur cette phase. Si chaque dirigeant se l'approprie et le met en pratique, par exemple, pour le cas du Gabon, le PSGE, réalisable ou pas réalisable selon vous? Pour moi, selon votre approche. Dans le livre, en fait, ce que je dis, que c'est un plan qui est réalisable, mais pas en l'état. Parce que s'il était réalisable en l'état, nous aurions de meilleurs résultats. Bien sûr qu'il n'est pas fini, c'est jusqu'en 2025. Mais déjà, quand on regarde en 7 ans les difficultés qu'il y a eu, moi, l'analyse que je fais, et c'est ce que je propose comme diagnostic, du point de vue du management de projet, c'est que, justement, il y a eu quelques écueils qu'on n'a pas pu éviter. Je pense que l'étude d'impact aurait permis d'éviter certaines difficultés qu'on a rencontrées. L'exemple du logement, que le chef de l'État lui-même reconnaît, puisque je le cite, hein, quand il dit voilà, c'est un échec, on n'a pas réussi. Ben voilà. Et ça, avec une étude d'impact, on aurait pu l'anticiper. Si au départ du projet, on avait dit avant de se lancer, qu'est-ce que ça va engendrer de prendre cet engagement-là? C'est ça une étude d'impact. Et là, on est dans le côté technique de la conduite du changement au niveau organisationnel. L'étude d'impact permet d'anticiper ce genre de choses. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est intéressant, parce que aucun projet n'est parfait, c'est à mi-parcours de faire un état des lieux et de faire des ajustements. Voilà. Je pense que c'est le sens de cette contribution, c'est de proposer plus de management, donc plus d'accompagnement au changement, puisque le processus est en cours. Et encore une fois, que ce soit le PSGE ou un autre projet, les fondamentaux sont les mêmes dans la conduite du changement.
quelle est la démarche à suivre pour arriver au changement souhaité. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le PSGE en tant que tel, c'est une question de projet de changement et comment on conduit un projet. Et là, il y a des outils, notamment le management du changement, avec ses règles et ses fondamentaux. Et juste pour terminer, quand vous suivez et que vous mettez en œuvre ces outils, vous avez 4 fois plus de chances de tenir vos délais et 6 fois plus de chances d'atteindre votre objectif. Ça, ce sont les chiffres clés de la conduite du changement. Le livre, il est disponible à la Maison de la Presse? Oui, oui. Il coûte combien? On peut aussi l'acheter sur forme digitale, donc téléchargeable sur le net. Non, pour l'instant, il n'est pas téléchargeable sur le net. On peut le commander sur le net, mais il n'est pas encore en format numérique. Il est à 10 000 francs, voilà, tout rond, parce que je voulais qu'il soit accessible à tous, managers, futurs managers. Et le dernier compliment que j'ai eu, c'était ce week-end, dans une clinique, il y a une jeune femme de 62 ans, sage-femme, qui m'a couru et qui m'a embrassé en me disant « Monsieur Mokanda, merci, ce livre m'a motivé ». Et j'ai trouvé ça très touchant. Parce que, comme disait votre collaboratrice, ce n'est pas un livre d'intellectuel pour intellectuel. Et s'il peut toucher une jeune femme dynamique de 62 ans, c'est que il est vraiment accessible à tout le monde. Vous avez des prochaines conférences dans les jours qui arrivent? Là, pour l'instant, non, parce que je suis très pris par une mission de conseil. Mais c'est à l'étude. Je pense faire quelques conférences au mois d'avril, mais j'ai pas de date encore, parce qu'il y a pas mal de sollicitations, il faut que je cale tout ça. Mais de toute façon, pour les gens qui veulent suivre un peu ce que je fais, il suffit de taper Serge Mokanda et sur Facebook, vous avez votre site internet changerlafrique.com. C'est ça. D'accord. Merci Serge d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je pense qu'on ne peut pas faire le tour de votre bouquin en 15 minutes. On a dans le studio on a encore la rubrique au féminin avec Ingrid, et pour cette rubrique on a invité la toute puissante Mini Cooper qui sera avec nous. On va parler de l'égalité des sexes, le 50-50 d'ici 2030 pour la gente féminine. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On remercie encore notre invité qui a accepté le déplacement ce matin. Rappelez donc que vous pouvez suivre notre invité sur le site changerlafrique.com et donc regardez du côté de Maison de la Presse pour trouver l'œuvre Changer l'Afrique. Et merci encore à toutes les personnes qui ont participé au WhatsApp au 02 54 24 24. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.